laisse venir, on attend 5 minutes et puis terminer. Ouais, Enfin, ouais. on parle un peu pendant 5 minutes et ça devrait se faire tout seul. Donc, je lance le. J'ai lancé l'enregistrement. Et. Ah merde, c'est une diffusion d'ailleurs. Converser, partager. Ah merde, j'ai fait un con. C'était où ça? Attends, ça va être là. Eh ben attends, je suis comme un con, je vois pas comment je lance la diffusion. Ah, c'est ici, pardon. D'accord. Diffuser, c'est parti. Là, on voit tout le monde arriver. Ouais. Alors, si tu peux éteindre tes petits oiseaux. Ouais, je me mets en mute. Alors, on a 140 spectateurs. 142. Comment on dit bonjour à tout le monde? Chat, On parle, je pense, ça devrait aller. Ouais, bonjour tout le monde, mais je voulais vérifier. Converser, c'est là. Alors, Tous. converser. Hop, il y en a qui lèvent la main. Ça veut dire que vous nous entendez? Très bien. Alors, je ne sais pas si le son est parfait, si le son est bon. Je ne sais pas si tout le monde a le même, comment dire, la même sensation. Le son ok. Ça va. Super. Très bien. Bonjour, bonjour à tous. On se donne encore une minute avant de démarrer. Oui, on va se laisser un peu le temps de se présenter, je pense, et puis le temps que tout le monde arrive. Ouais. C'est Mathieu de la société Landjup. Voilà, ici. Et Malik. De la société Spotpilot e-Access, du coup. Donc on est tous ensemble pour 1 heure. On va essayer de tenir les délais. Il y a quasi 400 personnes qui se sont enregistrées au webinaire. Je ne sais pas si tout le monde pourra venir, mais on fera suivre de toute façon l'enregistrement à la fin à tout le monde. Dans ces 400 personnes, il y a beaucoup d'hôteliers, mais on a aussi des gestionnaires de clubs de vacances, de camping. On a quelques prestataires de services pour l'industrie, des consultants ou des fournisseurs de logiciels, par exemple. Donc, merci à tous d'être là. Ce que je notais, faire un coucou particulier à tous les participants qui viennent d'un peu partout dans le monde, en fait, je ne pensais pas d'ailleurs, mais on a des Suisses, on a des Belges, on a des Marocains, on a des Mauriciens, et on a même des cousins de l'autre bord, comme on dit, québécois. Voilà, donc bonjour à tous et merci Bonjour à tous. d'être là. On va essayer d'être... alors, son très bas pour moi, mais je ne suis pas sûr que je puisse augmenter le son, Serge. Je ne sais pas si vous pouvez l'augmenter de votre côté. Je vais mettre au maximum mon volume d'entrée. Voilà, je ne peux pas faire plus. Donc, on va prendre 1 heure pour vous présenter 2 aspects qui semblent importants dans la crise qu'on vit tous actuellement, afin
de préparer la reprise d'activité, qui on l'espère sera la plus rapide possible. Un aspect qui est comment gérer la relation avec les clients dans ce nouveau contexte où on doit limiter les contacts au maximum. Et donc ça, je me chargerai de cette partie et Malik enchaînera sur la partie stratégie tarifaire avec quelques chiffres, des partages d'expériences, des recommandations. On va essayer d'être Exactement. le plus pratique possible et puis essayer de poser des questions avec le chat. On a des collègues qui sont derrière qui peuvent répondre si on est absorbé dans les écrans qu'on va vous présenter. Et entre autres, mon collègue Grégoire Verte, que certains connaissent, qui est notre directeur commercial, qui est là pour répondre. Voilà pour l'introduction. Donc je commence par ma partie. Ce que je voulais faire, c'est une première partie vraiment sur les interactions clients pendant le déroulement du séjour. Et puis, on parlera rapidement de comment communiquer aux clients d'un point de vue plutôt marketing. Et ça me permettra de faire la transition avec Malik sur quelles sont les bonnes offres tarifaires à faire dans ce contexte. La donne, les cartes ont été complètement rabattues, évidemment, et donc des choses qui étaient vraies il y a quelques semaines ou quelques mois ne le sont plus du tout, et probablement pour un certain temps encore. Donc, en un instant sur LandJup, mais je ne veux pas spécialement parler de nous aujourd'hui, mais LandJup, on est une société française, comme son nom l'indique. On est basé à Toulouse et à Paris. Et on édite depuis 2012 un système de gestion de la relation client pour les hôteliers. On travaille que dans le monde de l'hébergement touristique. Il y a un peu plus de 2200, 2300 peut-être maintenant établissements que nous équipons et qui utilisent nos outils. On est très prétentieux, mais on est probablement les plus gros acteurs en Europe dans ce domaine. Et nos services permettent à la fois d'améliorer la satisfaction client, d'augmenter les ventes et en particulier les ventes additionnelles et fidéliser autant que possible les clients. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas particulièrement de vous parler de LandJup, mais parler et partager des expériences ou des conseils très, très opérationnels. Il y a un certain nombre de choses dont on va parler qui ne sont pas spécialement liées à LandJup, que vous pouvez faire sans nos outils. Il y en a certaines choses qui sont plus faciles à faire avec nos outils. Mais sentez-vous libre de poser des questions par rapport à tout ça. J'essaierai d'être le plus agnostique à LandJup possible pendant cette présentation. En tous les cas, la situation, on la connaît, je ne vais pas insister là-dessus. Les hôtels ou la majorité des hôtels sont fermés, pas pour des questions réglementaires, mais parce que y a les clients, on est tous confinés, donc les gens ne voyagent plus, et donc peu de gens ont encore des raisons de dormir à l'hôtel. On estime malgré tout qu'il y a une dizaine de % des hôtels en France qui restent ouverts, mais qui tournent au ralenti, bien évidemment. Il y a probablement une chose qui a changé. Alors là, je ne vais pas vous présenter un écran que vous avez vu 50 fois au cours des dernières années, à savoir quels sont les critères de choix des clients, quels sont les critères pour choisir son hôtel. À l'époque, on parlait effectivement de la réputation sur les réseaux sociaux et TripAdvisor, des offres spéciales, des services, des expériences, des recommandations, etc. Tout ça est, j'espère, encore vrai, mais il y a un nouveau critère qui est arrivé et qui va probablement passer au-dessus de tous les autres critères. C'est finalement, est-ce qu'en allant dormir dans cet établissement, je prends quelconque risque pour ma santé? Donc, probablement, il n'y a pas encore d'études très claires là-dessus, du moins j'en ai pas vu, mais par contre, ça fait 2 mois que j'observe vraiment autour de moi et je discute avec des gens, etc. Et on sent bien que le fait quand on rentre dans un commerce, quand on fait une activité, on se préoccupe maintenant de savoir si tout ça va bien se passer et si on ne va pas choper le virus pendant son acte commercial. Et donc,
si on extrapole à l'hôtellerie, le fait de se sentir, d'être rassuré sur le fait on va passer un séjour en toute sécurité, et c'est probablement quelque chose qui va devenir un des principaux critères de choix lors de la réservation d'un hôtel. Donc ça implique un certain nombre de choses. Le premier, évidemment, c'est que il faut mettre en place des processus pour assurer la sécurité sanitaire réelle pour le personnel et pour les clients. C'est la première chose. Et tous les hôteliers avec qui je parle depuis 2 mois, tout le monde y travaille. Et de la même manière, il va falloir communiquer sur ces nouveaux processus. Mais au-delà de ces nouveaux processus internes, de ces nouvelles règles sanitaires, en fait, cette crise amène probablement à des nouveaux besoins. Et probablement un besoin essentiel actuellement, ça va être de gagner en productivité, parce que malheureusement, comme on s'en doute, les hôtels vont rouvrir, mais l'activité, elle ne va pas redémarrer comme avant du jour au lendemain. Malik nous donnera plus d'infos là-dessus, mais je pense que c'est juste du bon sens de dire ça. Et donc, probablement que toutes les équipes ne seront pas mobilisées à la réouverture. Par ailleurs, les équipes vont devoir passer du temps sur des nouveaux processus, typiquement de nettoyage, de stérilisation de l'espace de travail, etc. Et donc, c'est autant de temps en moins pour les activités habituelles. Et donc, il y a un vrai besoin de gagner en productivité. Réaliser des économies, ça va de soi. Quand on a moins de chiffre d'affaires, il faut faire attention à ses dépenses. Et quatrième besoin, il me semble fondamental, c'est de communiquer auprès de ses futurs clients ou futurs ou anciens clients qui pourront redevenir des clients, mais de le faire de manière efficace pour ne pas que ce devienne contre-productif. Donc, je vais essayer d'aborder ces différents points. La première chose, sur donner ce sentiment aux clients de sécurité, c'est mettre en place les process, mais de manière probablement tout aussi importante, c'est d'expliquer ce qui est mis en œuvre et de rassurer les clients. Donc, il y a les processus en soi qui sont importants, mais de manière probablement égale, la communication sur ce qui est mis en place. Tout ça va contribuer à rassurer et à réassurer les clients. Et dans ces processus, on peut les catégoriser de 2 formes, et en fait, on pourrait même en parler de 3 formes. Il y a vraiment les processus intrinsèques en termes de nettoyage, en termes de mode de fonctionnement, des espaces communs, des espaces de restauration, de bien-être quand c'est le cas. Mais il y a aussi les processus vraiment liés à la relation client qu'il faut essayer d'accélérer, et accélérer pour limiter les contacts entre les clients et éviter des lieux d'attente, et en même temps les dématérialiser le plus possible pour éviter les contacts entre le personnel et les clients. C'est sur ces aspects que je vais me focuser, puisque c'est notre cœur de métier. Donc, sur ces sujets-là, on prétend pouvoir partager quelques expériences. Voilà, donc tout au long du parcours client, vous avez vu ce genre de frise chronologique 50 fois. Ce qui est important, c'est qu'à chacune de ces étapes, il va falloir assurer à la fois la qualité de service, parce qu'on parle quand même de dormir dans un établissement, dans un hôtel, et pas d'aller dans un service des urgences à l'hôpital. Donc, il faut que ça reste agréable, qu'il y ait une notion de service qui reste fondamentale, bien évidemment, mais il y a une connotation un petit peu nouvelle qui est la sécurité. Donc, il va falloir être capable de concilier les deux. J'ai découpé par les écrans qui suivent, là, je vais donner des exemples très concrets pour chacune de ces étapes. Mais la première chose, c'est avant le séjour, donc dès la réservation et probablement dès la confirmation de réservation, il est fondamental d'aller expliquer que ça va bien se passer, qu'il y a des choses nouvelles dans l'organisation et dans le déroulement du séjour, et expliquer dès le début de cette relation comment les choses vont se passer. Donc là-dessus, vous pouvez faire des choses très simplement, probablement au moins modifier les emails de confirmation que votre PMS envoie.
et les modifier de telle manière que vous fassiez passer le message que vous avez mis des choses en œuvre, que probablement l'accueil et le déroulement ne va pas exactement se passer comme prévu et que vous allez probablement être amené à poser quelques questions supplémentaires pour préparer le déroulement du séjour au mieux. Mais ça, c'est des choses, enfin, c'est vraiment la première recommandation qu'on peut faire, c'est d'aller modifier ces messages que peut-être vous n'avez jamais vraiment regardés, qui sont ces messages de confirmation de réservation. C'est le premier contact personnel qui va exister entre l'hôtel et le client, et donc c'est important de bien le travailler. Autre chose, je vais peut-être passer un peu là-dessus, mais on peut déjà commencer à proposer et à présenter des services et des choses particulières que vous pouvez proposer, et en particulier tous les services en chambre qui n'étaient pas forcément aussi importants dans le passé, mais qui vont le devenir pour les mois qui viennent. Donc, on peut commencer à en parler dans ces communications en pré-séjour, y compris pendant la confirmation de réservation. Éventuellement, là, on vous présente un écran où le client pourrait même aller commander des choses, mais je vais y revenir. Autre chose, alors on peut proposer, pardon, je perds le fil, on peut proposer dès le début, enfin, avant même l'arrivée, de réserver typiquement le dîner le soir ou le petit déjeuner en chambre. Je m'inquiète, là, quelqu'un qui dit qu'on ne voit pas les slides. C'est le cas ou pas? Parce que dans ce cas-là, non. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent de ça. Et là, vous voyez les slides? Ok, bah, je parle dans le vide depuis tout à l'heure alors. Donc je vous montrer rapidement de dire voilà, on peut confirmer la réservation et modifier les messages envoyés lors de la confirmation de réservation. Donc là, il faut voir dans le paramétrage de votre PMS pour modifier ces messages et éventuellement contacter le support de vos fournisseurs de PMS. Commencer à proposer des services et pourquoi pas commencer à proposer des services en chambre avant même que les clients n'arrivent. Et ce qui est un petit peu nouveau et ce qui est probablement un peu plus difficile à faire sans équipement particulier, mais c'est en fait d'aller commencer les procédures de check-in avant que les clients n'arrivent. Donc, dans les emails pré-séjour, vous avez pu demander les coordonnées du client. Je vous encourage d'ailleurs à demander aussi au client vers quelle heure il souhaite arriver. Donc ça, vous pouvez le demander simplement par email ou éventuellement avec des outils un peu plus avancés de faire des formulaires pour ça. Mais ce qui nous semble important pour dématérialiser les procédures de check-in et les accélérer, c'est d'en fait commencer à réaliser online sur les appareils des clients les procédures qu'on fait habituellement sur le comptoir de la réception, à savoir prendre la carte bancaire du client et faire une préautorisation sur sa carte et pour une majorité des clients, faire signer une fiche de police. Et en fait, ces deux processus-là, on va vous montrer comment on peut éventuellement les réaliser online. Donc ça, c'est un premier exemple où on va pouvoir envoyer la veille ou le matin de l'arrivée un email en expliquant très clairement au client de quoi il s'agit, parce que c'est nouveau, donc à nouveau, il faut bien communiquer, et en disant, bah, écoutez, on va dès maintenant prendre votre carte bancaire, comme ça, vous n'aurez pas à le faire quand vous arriverez dans notre établissement. Là-dessus, on parle de faire une intégration avec votre système de paiement habituel. Donc, ça n'engendre pas de coûts, de frais bancaires additionnels. Simplement, on va dématérialiser ce qui se fait sur votre TPE, on va le mettre en ligne. Autre chose, attendez, il n'y a toujours pas de slide là. Malik, tu vois les slides toi ou pas?
Jean-Brice dit qu'on les voit. On les enverra en fin de séance de toute manière. Je disais donc, dématérialiser la prise, la préautorisation sur la carte, c'est une première étape. L'autre chose qu'on peut dématérialiser maintenant, c'est cette fiche de police qui est normalement un formulaire qui est un formulaire papier. Donc c'est une mécanique qui est qui nécessite beaucoup de contacts et qui nécessite un petit peu d'attente et de présence au comptoir de la réception. Donc c'est pour ça qu'on voit l'intérêt de le dématérialiser, de le faire réaliser directement sur le téléphone. Alors, on a des clients et on voit dans les hôtels en France et ailleurs d'ailleurs, des systèmes où on remplit sa fiche de police sur un écran, mais à nouveau sur un écran c'est bien, mais ça nécessite de nettoyer l'écran pour éviter justement que plusieurs personnes aient à manipuler des écrans qui aient été touchés par d'autres, d'où l'intérêt d'aller déporter cette fiche sur l'appareil du client. Et donc, si je résume à ce stade-là, on a envoyé un email, ça peut être envoyé manuellement à nouveau, de confirmation qui explique ce qui va se passer dans le cours du déroulement du projet, du séjour. On envoie un peu plus tard un email qui pose des questions très précises sur éventuellement les attentes du client, mais aussi l'heure d'arrivée du client, parce que ça va permettre à l'équipe de réception de s'organiser. Et donc ça peut se faire de manière complètement manuelle, avec un message envoyé, puis un client qui répond. Il y a des manières un peu plus industrielles, ou un peu plus organisées de le faire, avec des outils qui intègrent un email et des formulaires associés. On fait ça chez LandJup, vous le savez pour certains d'entre vous, mais il y a d'autres sociétés qui proposent des choses de ce type. Mais l'étape d'après, c'est d'aller dématérialiser la prise de préautorisation sur la carte bancaire du client, lui faire signer sa carte, et ça, on propose, et ça c'est nouveau, du moins dans le monde de l'hôtellerie, parce qu'il y a certaines industries type résidence, de tourisme, qui faisaient déjà ça. Et dans le monde de l'hôtellerie, c'est nouveau d'aller déporter ces actions sur les appareils des clients. Voilà un exemple d'outil pour s'y retrouver un petit peu, pour suivre l'avancée des check-in. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on propose pour le coup, c'est nous, LandJup, qui proposons ça. Je ne m'étale pas, mais un outil qui permet de suivre l'avancée des check-in et de savoir, pour le réceptionniste, de savoir d'un coup d'œil que tout est fait pour ce client, que tout est vert. Donc, ce client, on n'a plus qu'à lui donner la clé et qu'il monte dans sa chambre. Une fois que le client, j'ai fait une aparté sur le réceptionniste, mais je reprends ma casquette de client. Une fois que j'ai fait mes procédures de check-in sur mon appareil, à savoir saisir ma carte pour la préauto et signer la fiche de police, je reçois potentiellement un email ou même un SMS de confirmation. Et ça aussi, c'est des choses que vous pouvez faire à la main. Vous pouvez avoir des petits modèles de SMS sur votre smartphone et les envoyer rapidement au client. Il y a aussi des outils qui permettent de l'automatiser. Mais vous expliquez au client que tout est bon et qu'il n'y a plus qu'à arriver et de vous présenter sa pièce d'identité, et la clé lui sera donnée immédiatement. Malheureusement, quand on a dématérialisé toutes ces procédures et qu'il n'y a pas eu de discussion, il y a une discussion très ou trop rapide à la réception, il y a un certain nombre d'informations qu'on n'a pas pu forcément faire passer au client. Et donc, c'est là où on peut, une fois que le client est arrivé, peut-être quelques minutes après que son check-in ait été effectué, lui renvoyer un nouveau message en disant « Monsieur le client, Madame la cliente, on espère que vous êtes bien installé dans votre chambre. On est à disposition pour vous aider. Et n'oubliez pas de commander potentiellement votre dîner ou votre petit déjeuner en chambre pour ce soir ou demain. » Et en fait, des messages qu'on avait l'habitude de faire passer, oralement à la réception, et ben, il faut trouver d'autres moyens de les faire passer. Et donc, un SMS ou un email, c'est assez adéquat. Le SMS est particulièrement efficace là, parce qu'on sait tous que, et il y a des statistiques qui prouvent ça, les SMS sont ouverts à 90%, il me semble, 90%, oui, dans les 5 minutes après l'envoi. Donc, on voit bien qu'on est dans l'immédiateté avec le SMS, et donc c'est assez adéquat pour faire passer des messages très précis post-check-in.
une fois que le client est en chambre, toute la documentation qui est habituellement remise au client, on voit bien dans toutes les recommandations qu'il est plutôt fortement recommandé de les retirer pour éviter de fournir au client des objets qui auraient déjà été manipulés. Et donc, là, il devient adéquat de proposer certaines alternatives numériques qui fonctionnent directement sur les appareils du client, éventuellement sur les télés des chambres. C'est aussi un canal de communication que vous pouvez avoir si vous avez des télés qui le permettent. En tous les cas, proposer un room directory numérique, c'est une manière de remplacer le room directory papier. Et dans certains cas, c'est le cas avec notre solution, mais je ne veux pas insister plus que ça ici, mais il est envisageable de permettre la commande de certains services directement de son téléphone. Et donc là, on voit beaucoup de clients ces dernières semaines qui sont en train de s'organiser pour fermer la salle du petit déjeuner quand vraiment elle est trop petite et faire en sorte que les petits déjeuners des clients soient montés en chambre. Simplement, c'est plus compliqué quand même d'aller livrer chaque client individuellement. C'est là où on se rend compte qu'il est nécessaire d'organiser un petit peu les choses et donc de proposer aux clients la veille au soir qu'ils vous mentionnent à quelle heure ils souhaitent leur petit déjeuner en chambre et s'ils veulent du café, du thé et quelques autres spécificités. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent se faire très simplement avec un SMS envoyé au client. Si votre établissement a un nombre de chambres un peu trop important, il va falloir probablement améliorer le processus avec des outils numériques. Une autre solution pourrait être, et je pense que c'est aussi envisageable, de passer un coup de fil au client en fin de journée pour lui rappeler qu'il est temps de commander son petit déjeuner. Je partage une expérience, mais on a aussi des clients, alors plutôt des établissements gros porteurs, qui vont bien sûr proposer le petit déjeuner en chambre, mais vont aussi proposer de réserver un créneau dans la salle du restaurant pour prendre son petit déjeuner. Et en fait, le client, la veille au soir, mentionnera qu'il souhaite un petit déjeuner continental avec un café et une tartine, mais qu'il souhaite prendre son petit déjeuner à 8h15. Et quand le client descendra en salle à 8h15, sa table sera déjà dressée et il n'y aura pas besoin d'aller sur le buffet pour se servir. C'est une autre manière de faire qui est probablement adéquate pour les établissements qui ont des salles de restaurant assez importantes. Voilà, je passe un petit peu là-dessus. Je voulais aussi mentionner que la partie presse peut être dématérialisée. Donc, il y a des solutions, on en propose une avec une société qui s'appelle Publica qui permet de fournir de la presse numérique aux clients. Et puis, bien sûr, de fournir un outil de chat pour que le client puisse interagir avec l'équipe de réception. Ça prend tout son sens actuellement puisque descendre papoter à la réception, c'est un petit peu moins pertinent actuellement, malheureusement. Fin de séjour maintenant. Là aussi, en particulier si le client en amont a laissé sa carte, on va pouvoir accélérer le départ du client. Et pour ça, tout simplement, on recommande la veille au soir probablement ou au petit matin d'envoyer un message au client par email ou par SMS. À nouveau, le SMS est adéquat dans ce cas, en expliquant comment ça va se passer. On a beaucoup d'hôtels qui ont prévu de faire quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps aux États-Unis, c'est glisser la facture sous la porte de la chambre la nuit. Ça, c'est une possibilité. C'est pas très compliqué. C'est un peu de manipulation pour le night, mais c'est réaliste. Et si on a récupéré la préautorisation du client, c'est de dire au client, écoutez, si vous n'avez pas de remarques sur la facture, dans ce cas, on prélèvera directement sur votre carte et vous n'aurez qu'à déposer la clé dans la boîte prévue à cet effet à la réception. Mais à nouveau, ce mode de fonctionnement, c'est pas si courant aujourd'hui et donc il nous semble fondamental de le communiquer très clairement aux clients. Voilà, et voilà une interface pour aller prélever le client directement. Mais certains TPE permettent de le faire et même certains PMS permettent de le faire et c'est tant mieux. Voilà, et puis après, il est toujours temps de dire merci au client et de lui demander de laisser un avis.
Je voulais finir sur un aspect qui est la communication auprès des clients, en particulier dans les jours qui viennent, du moins quelques jours avant que vous prévoyiez de réouvrir votre établissement. Et je Mathieu, pense… Mathieu, Oui, pardon, tu m'as fait peur. Oui. ouais, excuse-moi, une petite question là, par rapport au message dont tu parlais tout à l'heure, l'envoi des SMS. Est-ce que c'est compatible avec d'autres systèmes de messagerie aujourd'hui ou est-ce qu'on passe uniquement par le SMS? C'est des questions qui sont sur le chat là. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle d'autres services de messagerie, mais une des choses qu'on propose, c'est on parle du SMS, mais on peut aussi envoyer des messages sur WhatsApp, c'est très bien, et c'est pour une clientèle étrangère, c'est même recommandé, même si même en France, on voit qu'il y a un basculement du SMS vers WhatsApp qui est très fort. Après, si on parle d'autres systèmes de messagerie type Facebook, Messenger, etc., c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut identifier les clients sur ce système avant de pouvoir lui envoyer un message. Donc le SMS a quand même le mérite d'être ultra simple pour tout le monde. Et en plus, on peut le faire. Il y a des outils, à nouveau, LandJob permet d'envoyer des SMS de manière automatisée, mais on peut le faire manuellement avec son smartphone et ça marche très bien. Donc l'avantage du SMS, c'est que c'est très simple. Mais pourquoi pas le faire par WhatsApp? Après, les outils type, type Facebook Messenger, etc., c'est probablement un petit peu plus compliqué. Pour finir ma partie, je voulais évoquer la manière de se rappeler aux bons souvenirs de vos clients. Donc, il faut commencer à y penser, du moins si vous prévoyez d'ouvrir votre hôtel dans les jours qui viennent. Mais malgré tout, je voudrais insister ici très lourdement sur le fait qu'il va falloir communiquer, mais de manière très pertinente. Il va se passer un truc la semaine prochaine, on pourrait parier, c'est que nos boîtes email vont être noyées de messages de commerçants, de magasins, de restaurants, peut-être de quelques hôtels qui vont nous écrire des emails pour dire nous avons réouvert, passez nous voir. Et chacun d'entre vous, vous avez intérêt à faire d'ailleurs la même chose. Mais attention de faire en sorte que votre message ne soit pas noyé parmi cette multitude de messages que vos clients vont recevoir. Et donc, c'est là où je vous encourage à être à la fois vigilant, un petit peu patient, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de forcément envoyer trop tôt votre message, mais surtout, n'envoyez pas le même message à tous vos clients et adaptez le contenu en fonction de la cible que vous souhaitez adresser. Ce que je veux dire par là, c'est que envoyer un message si vous avez un hôtel dans une grande ville, à Paris ou sur la côte, enfin sur des grandes destinations qui sont habituellement privilégiées par une clientèle étrangère, ça ne fait pas de sens d'écrire à vos clients étrangers aujourd'hui, puisqu'on sait qu'ils ne vont pas pouvoir venir dans votre établissement cet été. Je pense à la clientèle américaine pour les hôtels parisiens. Il faut les retirer de vos communications parce qu'en fait, on va les déranger et votre message ne va aller nulle part. Et peut-être même qu'en fait, ces clients-là vont se désinscrire. Donc, au-delà de les importuner, vous prenez le risque de casser le canal de communication avec ces clients. Donc ça, c'est l'exemple le plus basique que je puisse donner. Autre chose, pour que votre message peut-être se distingue des centaines d'autres messages que vos clients vont recevoir, il est fondamental d'essayer de contextualiser ce message et que, je dis contextualiser, je vais vous donner un exemple dans un instant, c'est de faire en sorte que le client se rappelle de vous et fasse le lien entre votre message et un séjour qu'il a fait chez vous. Et puis humaniser et jouer vraiment le côté le plus humain et mettez en avant les personnes qui sont derrière l'établissement que vous représentez. Donc, je vais vous donner ici un exemple. Première chose, quelques exemples de ciblage. Donc ça, c'est les discussions qu'on a pu avoir avec nos clients ces dernières semaines. Donc, première chose, limiter aux clients français pour des hôtels en France. Peut-être qu'il faudra élargir à la clientèle européenne en fonction des stratégies de déconfinement de chacun des pays, mais en tous les cas, bien ciblé sur la clientèle qui est éligible à venir séjourner dans notre établissement. Et puis après, envoyer des messages qui soient différents en fonction d'un certain nombre de cibles, comme je disais. Il y a une clientèle qu'il faut chouchouter particulièrement, c'est vos clients les plus réguliers,
On entend pas mal de nos clients qui disent, en fait, nos clients les plus réguliers, je ne vais même pas leur envoyer de mail, je vais leur passer un coup de fil. Là, on parle de l'été qui s'annonce et de la saison estivale. Donc, allez cibler les clients qui sont venus chez vous l'été dernier ou l'été d'avant pour faire référence à leur dernier séjour et leur proposer de revenir chez vous cette année. Bien sûr, les clients qui ont dû annuler depuis le mois de mars, bah, eux aussi, il faut leur dire que vous regrettez qu'ils n'aient pas pu venir, mais que maintenant vous êtes prêts à les accueillir de nouveau. Et puis la clientèle professionnelle qui a probablement des attentes particulières. Donc toutes ces informations, vous les avez d'une manière ou d'une autre dans vos outils et dans votre PMS. Ce qui est très important, c'est que sur l'ensemble de vos clients, il faut pouvoir les regrouper sur quelques thèmes qui vous semblent pertinents. Voilà quelques exemples, mais on pourrait en faire d'autres en fonction de chacun de vos établissements. Et je vais essayer de vous donner un exemple de message. Il va peut-être falloir que vous zoomiez un petit peu, ou vous plissiez les yeux, et vous voyez ce message. Premièrement, donc c'est un exemple de newsletter. Premièrement, il est contextualisé. Vous voyez, on dit hôtel de la côte, machin, suite à votre séjour du 7 mai dernier. Et donc, ça interpelle ce genre d'objet. Le client, quand il va voir votre message dans sa boîte mail, il va ne voir que cette partie-là. Le contenu du message, il arrive après et uniquement si on a réussi à l'interpeller. Donc voilà une manière d'interpeller un peu le client. Dans le contenu lui-même, vous voyez, en lisant un message comme ça, on a l'impression qu'il a été écrit même manuellement. On dit, vous avez séjourné dans notre établissement à Saint-Tropez l'année dernière. Tout de suite, ça crée un environnement et un sentiment de reconnaissance pour le client. Et donc, on peut imaginer qu'il aille un petit peu plus bas. Après, on explique ce qui a été fait. On explique qu'on a mis en place des choses pour rassurer tout le monde. Et puis, on signe avec une vraie personne et une vraie photo et pas juste la direction ou le service réservation, mais avec une vraie personne et pas, il faut vraiment que ce soit vous, hein, et pas besoin de faire appel à un super photographe avec un smartphone et un collègue, vous pouvez faire déjà une photo sympa. Et évidemment, un call to action, donc un appel à une action en français, à savoir venez découvrir nos offres spéciales, etc. Et là, je ne vais pas insister sur les types d'offres, je vais plutôt passer la main à Malik là-dessus, mais évidemment, on ne fait pas les mêmes offres en fonction de la cible de client que vous adressez. Je veux dire, un voyageur d'affaires, ne lui proposez pas de passer une 3e nuit gratuitement chez vous. Il a probablement envie de retourner chez lui après son déplacement professionnel, donc ça ne serait pas pertinent. Par contre, lui, il peut être intéressé à des services différents, à une chambre de meilleure qualité, par exemple, ou un meilleur tarif. Donc, Malik va revenir dessus. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Surtout, n'envoyez pas un mail banalisé à tout le monde. En fait, vous risquez de vraiment faire ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau, et c'est quand même bien dommage. Et dans le contexte actuel, et en particulier depuis 2 ans avec les réglementations type RGPD, n'oubliez pas que si vous faites un mail que le client ne le trouve pas pertinent, s'il clique en bas sur se désinscrire, bah, c'est foutu, vous n'avez plus le droit d'écrire à ce client. Et donc vous avez perdu un client à relancer à l'avenir. Donc soyez très vigilants là-dessus. Je m'arrête là, je passe la main à Malik. Je m'excuse pour les problèmes de partage du début, on enverra les slides à tout le monde. Ça marche. Merci Mathieu, merci à tous d'être là. Du coup, je vais essayer d'abord de me présenter quand même, politesse. Donc, Malik Arban, je co-dirige avec Philippe Guimard la société Spot Pilot et Access. Et notre objectif aujourd'hui, ça sera de vous présenter justement un plan d'action, en l'occurrence des bullet points que vous allez pouvoir réutiliser dans votre quotidien pour votre établissement. Alors, alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez toutes les slides, si tout est bon. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Très bien. Bon, bah, écoutez, je suis rassuré par ça. Alors, on est en face d'un changement comment dire, de paradigme, hein. C'est important de le souligner. Les choses ne seront plus celles qu'elles étaient il y a encore 2 mois.
les choses changent et pour autant, si vous voulez, nous devons nous adapter parce que sinon, c'est la mort. Alors, l'idée, c'est quand même de faire un petit constat avant de commencer à dresser un plan d'action. L'idée, c'est de voir en fait où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe très rapidement. Alors, moi, d'habitude, j'ai une nouvelle routine depuis 2 mois maintenant. En fait, tous les matins, quand je me réveille, eh bien, en fait, je fais ce que je vais vous faire là. Et vous allez écouter. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec un peu de chance, aujourd'hui, on aura de la résa. Sinon, c'est le même refrain depuis quelque temps. Alexa, lance Spot Pilote. Bonjour Malik. Voici la tendance des réservations depuis minuit dans votre établissement, Golden Tulip Hotel de Noailles. Depuis minuit, le chiffre d'affaires généré s'élève à 552 €. Celui-ci est géré par la vente de 4 nuitées vendues, à un prix moyen de 138 €. Notez qu'il y a eu 0 annulation. Le pick-up porte sur les mois de septembre. Les réservations proviennent de Booking, réception, Vertical Booking. Vous n'avez pas d'alerte déclenchée pour le moment. Dernière mise à jour des données, aujourd'hui à 15h11. Bon, ça a un peu foiré ma presse parce qu'en fait, il y a des résas. Normalement, on n'est pas censé avoir de résas. Et l'idée, c'était plutôt de dire en fait que le constat qu'on fait habituellement, il est plutôt là. C'est plutôt de dire en fait que je n'ai pas de réservation et je manque de visibilité en ce moment. Je ne sais pas comment est-ce que je dois naviguer, etc. Donc, je suis un peu embêté par ça. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'on a beaucoup d'annulations. Alors, je vais juste regarder ce que vous dites. Ok, c'est très bien. Donc, dans l'approche, ce que je vois aussi, c'est que j'ai beaucoup d'annulations et je ne sais pas sur qui compter. On reviendra sur le cas des OTA tout à l'heure et comment est-ce que tout ça comment dire, embrayé. Mais dans l'approche, en fait, il va falloir se poser les bonnes questions. Ensuite, troisième point et qui est quand même non négligeable, c'est que vous êtes nombreux à me dire ça à chaque fois que je vous ai au téléphone. Je ne sais que faire. L'idée ici, c'est plutôt d'être très pragmatique, de piloter au jour le jour et d'avoir suffisamment de lucidité pour faire face justement aux contraintes financières qui se posent. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Eh ben, il faut commencer par construire un plan. C'est comme quand on veut construire un bâtiment, ben, c'est pareil, on commence par le plan. Et dans ce plan-là, en fait, vous avez la première étape qui va être une analyse de la conjoncture. D'accord? Alors, c'est quoi une analyse de conjoncture, en fait? C'est très simple, c'est de pouvoir se dire, moi, mon hôtel, qu'est-ce qui se passe autour? Donc, quand on regarde cela, en fait, pour pouvoir faire cette analyse-là, elle est importante. Nombreux sont ceux qui ne le font pas. Aujourd'hui, on le fait de manière, on va dire, passive, puisqu'on écoute BFM assez souvent. Mais dans l'approche, en fait, c'est vraiment un travail qu'il faut mettre en place, qu'il faut faire rigoureusement, parce que c'est de là que vient l'impulsion de la stratégie. Alors, première chose qu'on veut analyser la conjoncture, eh bien, effectivement, dans le contexte dans lequel on est, première action à faire, c'est de se mettre au courant de tout ce qui est plan de confinement et de prévision de déconfinement dans l'espace européen. Alors là, je vous mettrai les liens parce que je sais que les slides vont être partagés après. Je remercie Martin Solaire qui a établi ce petit graphique-là. Hein. Il sera disponible quand vous cliquerez sur le lien. Eh bien, c'est un calendrier qui permet tout simplement de positionner selon les différents pays européens dans lesquels vous êtes, de pouvoir derrière voir à quel moment est-ce que ce pays se déconfine, effectivement, voir si ce pays-là pourra venir passer, on va dire, les vacances, par exemple, chez nous cet été. Donc là, c'est la première action à faire, c'est vraiment d'identifier le calendrier de confinement et déconfinement pour les mois à venir. Puis ensuite, il y a un point important, encore une fois, on en parle peu, on en parle de manière assez aléatoire aussi, c'est le calendrier des événements. Aujourd'hui, effectivement, nous, chez eAccess Podpilote, on publie toutes les semaines comment dire, une mise à jour des événements sur les mois à venir, histoire de vous donner de la visibilité, mais il ne faut pas hésiter à regarder un peu sur Internet. Vous avez également des liens qui peuvent vous aider là, comme ce site que j'ai mis, Event Eyes par exemple, qui vous répertorie tous les événements dans le monde. Ils actualisent tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Donc c'est quand même pas mal de suivre tout ça. Vous avez VIP Paris, votre office de tourisme ou les conseils régionaux, etc. de tourisme qui sont quand même, comment dire, qui répertorient les événements. C'est toujours super important de voir clair là-dessus.
Ensuite, le troisième point et la troisième action à faire, c'est de repositionner les vacances scolaires. Parce qu'effectivement, vous imaginez bien avec tout ce qui se passe actuellement qu'on n'aura pas les mêmes dates. Et donc, quelque part, il va falloir actualiser les calendriers. Donc, tout ça, les liens seront disponibles à la fin quand on va partager justement toute cette analyse. Alors, pour continuer sur l'analyse de la conjoncture, il est intéressant aussi de se mettre au courant de tout ce qui est relatif au déplacement. Déplacement des organisations de transport, est-ce qu'on est autorisé ou pas à voyager, et ainsi de suite. Eh bien, en fait, là, c'est pareil aussi. Je vous mets un lien qui est très utile, en tout cas pour nous qui travaillons dessus au quotidien. C'est de pouvoir, ça a été fait par le cabinet BCG, en fait, qui vous met en évidence partout dans le monde comment est-ce que les frontières sont ouvertes, fermées, quelles sont les restrictions, etc. Et ça vous permet de suivre également l'évolution en fait, de l'impact de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Donc, c'est très intéressant de pouvoir se mettre au fait de, toutes ces données et qui sont d'ailleurs expliquées de manière assez simple. Important, on est dans le marché français et il existe beaucoup de baromètres aujourd'hui qui sont mis en place, Inextenso, MKG, nous-mêmes chez Spotpilot et Access, on en produit un, SiteMinder, The Edge, etc. Tout le monde en fait un aujourd'hui, c'est naturel. Maintenant, à vous de voir effectivement, de vous abonner. Moi, je vous invite aussi à vous abonner sur la diffusion hebdomadaire. Ça vous permet de voir clair sur les prises de réservation ou pas sur le marché dans lequel vous êtes. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse de conjoncture, c'est-à-dire les 3, les 4 points qu'on a vus ensemble, eh bien, en fait, on passe au plan suivant, c'est-à-dire la suite de ce plan-là, qui, moi, est également très important, qu'il s'agit de l'analyse de la structure, l'analyse de mon établissement. C'est une analyse plus micro cette fois-ci, de voir en détail ce qui se passe dans mon établissement. Parce que quand tout est flou, effectivement, quand l'horizon est flou, la seule chose que l'on peut faire de manière certaine, c'est de pouvoir au moins jeter un œil à tout ce qui est acquis et tout ce que nous connaissons. Alors, j'ai un ami à moi que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Michel Deslois, qui a fondé les hôteliers impertinents, donc le Coq, Monte Cristo et d'autres choses à venir aussi. Il avait une phrase qui est très juste, que j'utilise depuis longtemps, et s'il y a de mes étudiants qui sont dans l'audience, ils se reconnaîtront aussi. J'ai souvent l'habitude d'utiliser celle-là, c'est objectif flou égale connerie précise. Donc effectivement, on peut bien bâtir une stratégie aussi meilleure qu'elle soit, mais si en fait les contours sont flous, si on ne sait pas exactement sur quelles données on veut faire cette stratégie, eh bien, en fait, on va droit dans le mur. Eh bien, en fait, on va essayer de voir un peu au niveau hôtel, au niveau structure, comment est-ce qu'on peut analyser les choses et comment est-ce qu'on peut traduire cette analyse-là en action. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, et je pense que vous avez déjà commencé à le faire, et si vous ne l'avez pas fait, ça serait intéressant de voir comment est-ce que ça se présente, c'est de dire qui vient, d'où, quand, par quel canal, à quel prix et pour quelle durée. Quand vous avez analysé votre hôtel sur la base de ces 6 axes-là, eh bien, en fait, vous allez pouvoir déjà dessiner une bribe de stratégie. Déjà, ça permet aussi de sous-peser le risque. Imaginez par exemple que vous avez, en faisant cette analyse-là, vous décelez par exemple que votre clientèle est 100%, j'exagère le ton, mais c'est comme ça, 100% de clientèle asiatique dans votre établissement pour le mois d'août, le mois de juillet, le mois d'août. Effectivement, le risque sur votre business est beaucoup plus important qu'un hôtel qui fonctionne à 90% sur du corpo local, par exemple. D'accord ? L'idée ici, c'est en faisant cette analyse-là, vous allez réussir derrière à cibler les marchés appropriés, les marchés limitrophes, par exemple, et puis surtout de positionner les bonnes offres. Et tout ça, on va le voir rapidement en détail également. Alors, je vais juste revenir ici. En fait, je vais vous montrer quelque chose qu'on fait et comment est-ce qu'un audit se présente en fait. Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que ça prend du temps? Eh bien, je suis conscient que tout le monde n'a pas cette appétence autour de la data. Mais je vais vous montrer quelque chose. Vous allez me dire si vous voyez toujours mon écran. Dites-moi si vous voyez toujours mon écran. Très bien. Donc, vous voyez toujours mon écran, donc on peut continuer. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? En fait, effectivement, j'ai choisi un hôtel
pour cet hôtel-là, je vais faire un petit audit, histoire de voir clair qu'est-ce qui se passe sur les prochains mois, comment est-ce que je vais organiser ma stratégie sur les prochains mois. Alors, je vais déjà me baser sur les données du passé, parce que c'est les données dont je suis certain. Donc, je vais choisir, je vais me positionner. Donc, en fait, les mois qui vont m'intéresser, par exemple, là, on va choisir le mois d'août. Le mois d'août, je vais voir clair sur les dates sur lesquelles il y a eu de la prise, les dates sur lesquelles il n'y a pas eu de prise, etc. Mais ce qui va être le plus important, c'est de déceler ici, par exemple, l'organisation selon la provenance de clients. Je vois que j'ai beaucoup plus d'Européens, j'ai peu d'Asiatiques, j'ai peu des États-Unis. Et au final, en fait, puisque j'ai des Européens, j'aimerais savoir d'où viennent ces Européens-là. Et l'idée, c'est de pouvoir croiser les données entre elles ensuite. Pouvoir dire, par exemple, les Européens, par où ils viennent, eh bien, je vais avoir sur le côté droit ici, sur le côté gauche, pardon, je vais avoir la source de ces Européens. Et là, je vois en fait qu'effectivement, les IDS m'apportent quand même pas mal. J'ai également beaucoup de contrats corpaux. 14% de mon chiffre d'affaires sur le mois d'août provient de contrats corpaux. Maintenant, la question va se poser, donc je vais quand même peut-être ajuster ma stratégie en fonction, puisque je ne sais pas encore si le corpo va venir cet été, cette année ou pas. Dans les clients européens, je vois également à quel prix est-ce que les clients européens avaient l'habitude d'acheter. Je peux le détailler ensuite par pays, parce que c'est ce qui va être important. Là, dans le cas de cet établissement, je vois que les Français, chez moi, en tout cas dans cet établissement, réservaient à hauteur de 78 € en moyenne. Et donc, c'est comme ça que vous allez construire vos paniers de pricing, des prix que vous allez adapter en fonction de la clientèle que vous allez vouloir souhaiter emmener dans votre établissement. Voilà, c'était un petit aparté autour de ça. On y reviendra un peu plus tard. Je sais que, pareil, c'est compliqué de construire parfois tous ces éléments-là, puisqu'il faut soit passer par Excel avec beaucoup de macros, etc. Alors, j'en profite parce qu'on est là pour ça aussi. On est là pour vous aider autour de ça. Donc, si jamais dans l'assistance, il y a des personnes qui souhaitent avoir des notions d'audit comme ça, assez rapides et de la lecture facile de données, vous pouvez me contacter après. On mettra les liens également pour que vous puissiez nous contacter. L'idée que si votre PMS est compatible avec les outils, on pourra naturellement vous donner accès à ce genre de choses de manière temporelle afin que vous puissiez derrière adapter ou créer une stratégie en conséquence. Alors, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Alors, et où l'autre élément? Hop. Voilà, on va revenir sur ça. Et donc, une fois que vous avez fait cette analyse, ça vous permettra déjà de poser les premières bases, d'identifier quelles sont les nationalités à viser, quels sont les canaux sur lesquels ça fonctionne, et éventuellement voir en fait s'il y a un risque qui pèse sur votre business. Donc, une fois que vous avez fait ça, à quoi est-ce qu'il faut passer? Il faut ensuite passer sur tout ce qui est relatif à la fenêtre de réservation. Alors, on va se le dire, vous le savez, je vous mettrai d'autres slides plus tard sur la notion en fait de comment, par exemple, versus 2015, comment est-ce que on est passé de réservations qui étaient à plus de 60 jours, à plus de 40 jours, pardon, à des réservations concentrées sur les 7 derniers jours. Là, ça va être d'autant plus véridique puisque on va se retrouver dans une situation où on ne sait pas encore comment demain sera fait. Tout à l'heure à 16 h, on aura des infos. La semaine prochaine, le 14 mai, il y a le plan tourisme qui va être déployé ou comment dire, partagé. Donc, on va en savoir plus. Pour l'instant, du coup, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de réservation à 90 jours avant. Ça, c'est quelque chose qui est clair. L'idée, c'est que là, 2020, on va le vivre d'une manière assez atypique puisque ça va être une année plutôt last minute. Alors, dans ce contexte last minute, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte last minute comme ça? Eh bien, en fait, dans un contexte last minute, il faut pouvoir détecter tout ce qui est prise de réservation anormale. Donc, quand il y a une prise de réservation anormale, donc aujourd'hui tout est anormal, parce qu'en fait on a des courbes flat de pick-up, et puis dès qu'on a 1, 2, 3 réservations, et bien derrière en fait on peut avoir des alertes qui peuvent se déclencher. Et bien en fait ce genre de choses, il faut pouvoir le suivre, le monitorer, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir réagir. Et là en fait les mots clés, ça va être vigilance et réactivité. Alors c'est pareil, il faut pouvoir le matérialiser, il faut que vous arriviez à le matérialiser. Comment est-ce que cela va se matérialiser dans le concret, dans votre quotidien quand je parle d'alerte? Mais là, par exemple, on était au Noailles, on a pris des réservations, on regarde le marché, bon bref, tout ça, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais là, par exemple, effectivement, puisque j'ai pris sur le 19 septembre 3 nuitées d'un coup, eh bien, je me suis fixé des alertes qui sont déclenchées derrière et qui peuvent derrière me permettre d'agir et de réagir tout de suite. C'est ce qu'on voudrait, entre guillemets, aujourd'hui
aujourd'hui faire dans tous les établissements. L'idée, c'est là. L'idée, c'est pouvoir gagner en réactivité, de pouvoir faire les choses, ne pas attendre en fait que d'être dépassé par les activités. Il ne faut pas oublier que le consommateur, vous et moi qui sommes aussi consommateurs, eh bien, on n'est pas sans savoir qu'on a tous des outils en tant que consommateurs qui nous permettent derrière de pister comment dire, le pricing dans des hôtels, par exemple dans les promos. Je parle Gearbest pour ceux qui connaissent, etc. Toutes ces plateformes qui permettent de pister les promotions. Eh bien, en fait, nous, on va être impacté naturellement par ça. Et donc, la demande, quand elle va arriver, eh bien, il va falloir la monitorer, il va falloir suivre quand est-ce que la demande a eu lieu, comment est-ce que la demande se présente, par quel canal elle se présente. Toutes ces infos-là, il va falloir le suivre. Bon, cette petite aparté, l'idée ici, c'est encore une fois, je le répète, vigilance, réactivité. Ensuite, à quoi est-ce qu'on peut réfléchir? Eh bien, en fait, on peut réfléchir à tout ce qui est structure tarifaire. Dans ce plan qui est le plan lié à la structure dans laquelle nous sommes, eh bien, on va réfléchir un peu sur tout ce qui est tarif. Tout ce qui est tarif, eh bien, le client aujourd'hui, eh bien, à mon sens, moi, là, quand j'ai fait une réservation, j'ai eu beaucoup de mal à annuler ma réservation, alors que j'étais sur une dynamique flexible, etc. C'était compliqué. En fait, l'expérience que j'en tire, elle est très simple. Un client qui a réservé chez vous, eh bien, en fait, il aura beaucoup plus de mal à se souvenir d'un prix bas que d'une difficulté d'annuler. Ça, c'est le contexte actuel, c'est ce qui fait. Donc, il va falloir, de toute évidence, gagner en ce qu'on appelle de la flexibilité. Il va falloir mettre les NR en suspens en ce moment. Je sais que ça ne sert pas à grand-chose. Encore une fois, je vous mettrai une slide plus tard pour pouvoir voir en fait comment est-ce qu'on est revenu vers du NR. Ça a pris carrément, en 2015, ça a carrément pris 3 mois, voire 4 mois avant que le NR redevienne, on va dire, au goût du jour. Là, avec ce qu'on vient de vivre, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps à revenir. Il faut raisonner également en acompte de séjour et non pas en prépaiement total. Aujourd'hui, on a besoin de flexibilité. La flexibilité, elle passe par là. Quand vous avez un séjour de 3 nuitées, imaginez peut-être du remboursable qui est dédié en une nuit peut-être, avec un acompte de 10%, 15%, 20% du séjour. Ça permet derrière de faciliter le report, si vous n'en faites pas. Des annulations, des assurances d'annulation, ça commence à devenir on va dire, un standard dans tout ce qui est resort, etc. Alors pourquoi pas chez nous? Il y a des acteurs qui commencent à le présenter. Il faut avoir des messages plutôt clairs, je pense, sur tout ce qui est modalité d'annulation. C'est important de le souligner aujourd'hui. Quand je suis sur vente privée, par exemple, je vois clair dans le premier encart tout de suite, quand il y avait les réservations de camping ou d'hôtel, etc. Vous voyez écrit en grand, annulation gratuite ou report possible ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui est ici à dire, c'est surtout de se remémorer la chose, c'est que plus on va donner de la clarté à nos hôtels, à nos clients, pardon, plus on va s'en sortir. Alors, une fois que vous avez vu le fait, en fait, ici, l'action, elle est quoi? L'action est de revoir la structure tarifaire en proposant beaucoup plus de flexibilité, en revoyant le NR et en proposant quelque chose de propre au niveau des conditions d'annulation. Je vous mets également un lien ici, c'est mon ami David Donguet qui a écrit un article super intéressant sur la gestion des CGV, etc. Il est disponible sur son LinkedIn. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller le voir. Je le remercie parce qu'il a fait un bon travail et là, je pense qu'on peut naturellement tous s'en inspirer. Qu'est-ce que je propose également en termes de plan? Eh bien, en fait, il faut pouvoir adapter une structure tarifaire à la durée moyenne de séjour. Aujourd'hui, faire du NR, des promos, etc., non remboursables, tout ça, bon, moi, je pense que ça ne va pas fonctionner. Par contre, ce qui va fonctionner, et c'est comme ça que vous allez pouvoir derrière gagner peut-être un peu on va dire, optimiser en tout cas la durée de séjour. Et là, en vous proposant ça, je suis sûr que mes équipes sont en train de s'arracher les cheveux parce qu'effectivement, si vous allez vouloir le faire, effectivement, il va y avoir du travail derrière qui va se mobiliser. L'idée ici, c'est de pouvoir proposer des tarifs flexibles qui sont corrélés à la durée de séjour. Au lieu de faire un 20% directement sur du NR qui ne sert pas à grand-chose, proposer plutôt sur de la flexibilité, selon la durée de séjour souhaitée, avoir une vision, une possibilité de promotion. Donc ça, c'est un schéma qui marche très bien. Aujourd'hui, sur les vacances d'été, ça a bien fonctionné sur les stations balnéaires, tout ce qui est montagne, etc. Ça peut naturellement fonctionner en ville. Je pense que si la clientèle revient, elle passera naturellement par une logique effectivement de durée. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger.
Qu'est-ce que je peux vous dire également? Oui, et Mathieu l'a dit tout à l'heure, dans les webinaires auxquels on assiste aujourd'hui, on le rappelle, on le dit et je le dis encore une fois, avantager la clientèle locale avec des offres ciblées et des offres mobiles. Si vous n'avez pas de plan d'offres mobiles aujourd'hui, lancez-vous, faites-le. Aujourd'hui, si vous n'avez pas géolocalisé la clientèle française, faites-le, il y a des choses à faire autour de tout ça. Le package, oui, le package, il faut en parler. Aujourd'hui, le Bibi, donc Mathieu l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a toute une logique aujourd'hui, logistique qui est en train de se mettre en place et ce n'est pas forcément évident parce qu'effectivement, les salles de petit déjeuner sont fermées. Alors, est-ce qu'on passe, comme disait Philippe ce matin, sur des logiques de petit déjeuner continental directement servi dans la chambre? Donc, tout ça, oui, ça fera partie des enjeux à mettre en place. Peut-être même laisser la possibilité au client qui est dans sa chambre de pouvoir réserver, de pouvoir demander un petit déjeuner afin qu'il soit directement servi. Donc, tous ces éléments-là, il va falloir se poser ces questions. Il va falloir être vigilant par contre parce que les règles de post-confinement, on ne sait pas encore comment tout ça va se déblayer. Mais en tout cas, il faut penser pour cet été, il faut penser package. Et dans les packages, il peut y avoir du parking, du bar, du spa, de la demi-pension. Avec le resto d'à côté, pensez également à aller voir le commerçant d'à côté, le restaurateur d'à côté, qui a peut-être envie aussi de revoir d'autres, comment dire, des clients qui n'a pas l'habitude de voir. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de pouvoir créer, de mailler un peu le commerce local avec des offres qui sont intéressantes autour de la structure tarifaire. Encore une fois, hein, très très attention à tout toute la partie package, etc. Parce que effectivement, on ne sait pas si on pourra encore utiliser la piscine cet été, on ne sait pas encore si le spa sera accessible, etc. Bon, voilà, tout ça, c'est des sujets qu'il va falloir aborder. Alors, Malik, le pricing. Malik, Oui, Malik, je t'interromps. Il y a plusieurs personnes oui. qui te posent la question, c'est quoi une offre mobile? Ah oui, alors une offre mobile, c'est quand vous allez par exemple aujourd'hui, les navigateurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la majeure partie des gens qui visitent votre site passent par le mobile. Bon, moi, je suis le premier à le faire, je pense que vous le faites également. Aujourd'hui, Smartphone, les tu veux offres dire? sur smartphone, excusez-moi. Donc dans l'approche aujourd'hui, pensez à bien activer comment dire, la reconnaissance des devices qui se connectent à votre site et derrière de pouvoir profiter de cette reconnaissance pour profiter des offres. Je pense que les créateurs de sites, etc., et les prestataires annexes savent, entre guillemets, pourront vous proposer des solutions autour de ça. OK? Alors, le besoin de trésorerie, oui, effectivement, le pricing aujourd'hui, on est tous en difficulté de trésorerie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on veut en reconstruire une rapidement. Et on va commencer à brader les prix. Oui, mais non, en fait. Non, non, je dis non parce que baisser les prix, ça n'induit pas forcément de la demande. Aujourd'hui, baisser un prix, ça ne veut pas dire, si je baisse mon prix, ça ne veut pas dire derrière que, comment dire, le client qui est à Nice va venir à Paris. Ce n'est pas possible. Ou inversement. Donc faites attention parce que derrière, il y a une conséquence qui est lourde, c'est la valeur de l'actif. Aujourd'hui, ça serait un peu bête de perdre de la valeur sur son actif au moment où justement vous allez peut-être songer à céder cet actif-là et quand la demande va revenir. Donc pensez à ça, pensez au fait en fait que le prix moyen c'est un sujet, le taux d'occupation c'est un sujet, le REVPAR ça en est une autre. Et derrière aujourd'hui le REVPAR net devient de plus en plus le référentiel pour la valorisation de l'actif. Ensuite, oui, le prix plancher. Donc, quand vous êtes dans une dynamique de prix plancher aujourd'hui, eh bien, le pricing, OK, il y a un prix plancher. Je veux ne pas descendre en dessous de ce prix plancher-là. Ça ne sert à rien de brader des chambres enfin, si vous savez que le ménage va vous coûter 80 euros à frais de personnel inclus, ça ne sert à rien d'aller proposer une chambre à 99 euros. Derrière, vous allez être imposé, etc. Donc, tout ça, il va falloir réfléchir à ça. Et donc, ça va naturellement embrayer sur la réflexion où est-ce que c'est judicieux de réouvrir en juin, en juillet, en août, j'en sais rien, mais dans l'approche, en fait, quand vous savez la nature de la clientèle qui est habituée à venir chez vous pendant ces mois-là, derrière, vous allez pouvoir ajuster le prix, comment dire, le panier moyen, donc le pricing, et définir si ce pricing-là est cohérent avec votre rentabilité ou pas. Alors,
Je me répète du coup, l'idée c'est de pouvoir viser la clientèle qu'on veut, pouvoir proposer des paniers moyens. C'est important de bien cibler en fait ce que le client peut dépenser chez vous. Est-ce qu'ils sont prêts à dépenser plus? Alors l'idée ici, c'est aussi il y a des études de marché qui sont faites autour de ça. Dans un des liens que je vous ai donné enfin qui a été édité par le cabinet BCG, vous avez les intentions d'achat, etc., qui sont mis en évidence. Donc c'est important de bien comprendre qu'aujourd'hui, les dépenses ne vont pas forcément changer, elles seront les mêmes. On ne va pas dépenser plus sur du séjour aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas ce qui se dit. Mais derrière, l'idée, c'est voilà, donc les prix qu'on avait l'habitude de pratiquer avec une clientèle américaine sur des périodes salon, ben oui, normalement, on n'aura pas potentiel à le faire, on n'aura pas l'occasion de le faire. Et donc, il va falloir réajuster, mais réajuster d'une manière intelligente. Le kit du corpo. Alors, oui, on en parle aussi souvent. Quand on parle de pricing, il est tout à fait naturel de parler du corpo. Moi, je dis faites attention au yo-yo, hein, c'est du vécu et mes amis avec qui j'ai eu cette expérience doivent s'en rappeler. L'idée ici, c'est que en fait, de nombreux corpos maintenant, je ne parle pas des toutes petites entreprises, mais les entreprises de taille importante aujourd'hui font référence à des sites comme Yapta ou des solutions comme Yapta et vous allez le voir ce que c'est, vous allez voir sur le site. C'est des outils qui permettent au corpo aujourd'hui de pister la variation de votre tarif le plus bas ou de votre tarif standard, j'en sais rien, en tout cas de votre tarif dynamique, et de voir si c'est cohérent avec le contrat qu'il a. Donc, quelque part, c'est bien au fait effectivement de baisser ses prix, mais à un moment donné, si ça vous flingue le corpo, derrière, ça peut être assez compliqué. Alors, moi, je me pose une question, et c'est aussi un pavé dans la mare actuellement, c'est de pouvoir se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de passer sur du dynamique au niveau du corpo? Alors, c'est le contexte qui le veut et donc il faut peut-être prendre ce pied-là. Il y a des solutions qui existent autour de ça, pas tout le temps évidentes, mais il faut peut-être créer quelque chose. Il y a une question qu'on se pose également en termes de pricing. Est-ce qu'on va garder les prix assez hauts parce qu'en fait, on ne sait pas quel sera l'impact du virtuel. Est-ce que les hôtels aujourd'hui auront, comment dire, les corpos d'aujourd'hui auront comment dire, Mathieu, si jamais il y a des questions, pardon, sur l'assistance et que je ne vois pas parce que là, je suis sur la slide, n'hésite pas à m'interpeller, s'il te plaît. Dans le, Malik, justement, j'en profite. Il y ouais. a, comment dire, un participant qui demande que faire par rapport à ses concurrents qui peuvent avoir l'optique de baisser leur prix. Alors déjà, en fait, effectivement, les concurrents qui baissent leur prix aujourd'hui, alors ce qui est bien, c'est que là, en auditant un peu les données, et ce matin, j'ai eu la confirmation dans le webinaire d'Alexandra, Philippe et Eddy, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui une variation à la baisse au niveau du pricing. Donc le message est quand même bien capté. Et donc il y en aura ceux qui vont baisser, etc. L'idée ici, c'est de pouvoir déjà se focaliser sur son établissement d'abord et de se dire, et définissez-le, je vous dis, c'est un exercice pas très simple, de pouvoir dire quel est le prix psychologique en dessous duquel je ne veux pas descendre. Donc, une fois que vous avez fixé ça, vous allez voir déjà, y voir clair si effectivement le concurrent qui était en train de baisser son prix, est-ce qu'il baisse vraiment son prix ou est-ce que lui aussi, il est en train de faire la même démarche. Mais bon, une chose est certaine actuellement, c'est que les hôtels ont pris le parti de ne pas baisser les prix et donc c'est une chose intéressante par rapport à 2015. Oui. Il y a plusieurs personnes qui te demandent si tu connais des noms d'assurance, des prestataires qui proposent des solutions d'assurance annulation. Alors, de mémoire, j'en connais qu'un pour l'instant et peut-être que vous en connaissez d'autres en faisant une petite recherche. Moi, je connaissais effectivement SafeBooking qui permettait de faire effectivement des assurances annulation, mais à mon avis, il doit y en avoir pas mal. En ce moment, les assurances ont le vent en poupe, donc il faudra peut-être effectivement se renseigner autour de ça. Je vais en chercher et je les rajouterai sur le lien des slides si jamais je vois quelque chose. Je reviens un peu sur le pricing ici. Le temps passe assez rapidement. La notion d'impact du virtuel. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous, corpo, en fait, on s'est habitué à faire des réunions sur Zoom, sur Teams, etc., sur Skype. Bon, tout ça fait que, en fait, finalement, est-ce qu'on va pouvoir démarrer les déplacements assez rapidement? Il ne faut pas oublier que c'est le poids également, c'est un point important dans les déplacements des sociétés. Donc, financièrement, quand c'est la crise, est-ce qu'on va se permettre de se déplacer? On avait vécu quelque chose de similaire à l'époque des Twin Towers. Donc, l'idée a été vraiment d'une approche un peu différente. Hein. Mais peut-être que là, effectivement, les premières personnes avec qui je discute qui sont spécialisées dedans
pense qu'il y aura naturellement une baisse, pas forcément importante, mais il y en aura une, parce que cet impact-là, il va falloir c'est entrer dans les mœurs un peu aujourd'hui. Maintenant, tout ça, c'est à vivre et on verra plus tard. Pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal ni de marre de café. L'idée aussi, à travers les GDS, n'oubliez pas d'activer vos tarifs core, les tarifs corporate sur lesquels vous avez la main et qui vous permettent d'ailleurs de passer en tarif flexible quand vous le souhaitez. J'oublie pas 2021, le pricing est quand même très très important actuellement. Vous avez beaucoup de reports pour ceux qui peuvent faire des reports. Hein. N'oubliez pas que la clientèle directe est beaucoup plus à même aujourd'hui empathique dans l'esprit de report. Donc quand vous reportez un séjour sur 2021, l'idée c'est quand même de se positionner, d'ouvrir les grilles pour 2021 et d'avoir du pricing disponible à ce jour pour 2021. Les agences de voyage, tout ce qui est relatif au GDS commencent déjà à faire des recherches sur le futur. Et donc, l'idée, c'est pas simplement de se dire, OK, 2020, là, je finis, je verrai plus tard 2021. Non, dès à présent, positionnez-vous et positionnez-vous sur les mêmes critères que vous avez commencé 2020. C'est-à-dire votre positionnement en janvier de cette année, positionné de la même manière sur 2021 et sachant en fait qu'on aura peut-être beaucoup plus, on aura davantage de salons en 2021 qu'on en a eu sur 2020 on assiste à beaucoup de reports actuellement sur la notion d'événements et de salons. Alors, OTA Co. Rapidement dessus, hein, oui, OTA sont des amis. Aujourd'hui, il ne faut pas négliger, il faut le dire, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ça reste des partenaires avec qui on doit et on veut travailler. Maintenant, il y a eu des problèmes, effectivement, on ne se le cache pas, c'est des amis qui nous veulent du bien quand ça va bien pour eux. Là, quand on a vu les scandales qu'il y a eu autour des annulations avec Booking, Expedia, machin, etc., où les hôtels ont été obligés de rembourser avec de l'argent de leur trésor, eh bien oui, je suis d'accord sur le fait en fait qu'il va falloir reprendre la main. Il y a des choses à revoir en tout cas autour de ça. Et moi, ce que je dis, c'est que le client Expedia aujourd'hui, le client Expedia, ce n'est pas votre client, il faut l'avoir en tête. Et donc, quand ce n'est pas votre client, malheureusement, malgré cela, vous vous êtes retrouvé en front line, puisque c'est vous qui avez géré les annulations, c'est vous qui avez géré les reports quand il fallut faire des reports. Donc, tous ces éléments-là amènent à dire en fait que oui, aujourd'hui, il faut se différencier. C'est des amis, c'est des personnes, c'est des partenaires, mais quelque part, j'insiste sur ce point-là parce qu'on ne le fait pas souvent. Des moments comme nous les vivons aujourd'hui, je ne pense pas qu'on les revivra de sitôt, mais l'idée, c'est que là, il y a une manière de reprendre la main. Et comment on reprend la main avec les OTA? Donc moi, je dis oui, il y a une notion de disparité à mettre en place. Il y a une notion de disparité, et la disparité, elle se fait sur 3 critères. D'habitude, on n'attend que la disparité de prix, mais non, il y a aussi la notion de disparité de disponibilité, il y a une notion de disparité de restriction. J'insiste sur ces 2 derniers points, puisqu'en final, en fait, aujourd'hui, il sera beaucoup plus facile de vendre des standards, des petites chambres en direct. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit aujourd'hui garder un contingent dont on est sûr qu'on va vendre en direct sur d'autres canaux de vente? Donc, il y a quelque part une restructuration également autour de ça. J'insiste sur le prix également. Philippe l'avait dit la fois dernière dans le webinaire qu'on avait fait ensemble. 10 € n'est pas égal à 10%. Hein. Aujourd'hui, les Genius, les offres membres, machin, tout ce que vous connaissez, c'est du 10% minimum. Sans parler du fait qu'ils vont rogner aussi sur leur marge pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent aux clients. Vous, si vous dites oui, je fais une disparité, ma disparité de 10 €, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont proposer. Donc, réfléchissez également à ces éléments-là. Ça peut être important. On parle de restriction ici, tout simplement parce que on a la notion d'annulation. Aujourd'hui, restez beaucoup plus flexible, donnez plus de flexibilité sur votre site. Ça peut vous aider et ça peut vous permettre de réagir proprement derrière. Grille 2020 importante, je l'ai dit tout à l'heure, positionnez-vous, géolocalisation, limitrophe, tout ça, ça fait partie des enjeux actuels. Vous allez sur vos extranets OTA, vous regardez comment est-ce que vous pouvez positionner des offres géolocalisées, quels sont pour les pays européens, faites quelque chose, ça peut vous aider sur le court terme. L'objectif également est de limiter les risques en termes de distribution. Hein. Donc, il faut trouver des nouveaux canaux. On parle beaucoup de staycation aujourd'hui. Oui, ça marche très bien, mais par contre, il faut bien faire attention. Ce n'est pas valable sur toutes les villes. Il faut aussi avoir de la valeur ajoutée à mettre autour. Si on n'a pas de valeur ajoutée comme du spa, comme du resto, du petit déjeuner, super machin, etc., ça ne marchera pas forcément. Donc, l'approche est ici de quand même trouver des nouveaux leviers. Et si vous avez de la valeur ajoutée dans votre établissement, ces canaux-là sont des bons canaux. On parle beaucoup d'Airbnb aujourd'hui.
aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas envie de se retrouver dans un établissement aujourd'hui, ont besoin plutôt de se retrouver en famille avec des équipements différents de ce qu'on a dans le service. Donc là aussi, il va falloir être vigilant, regarder ce qui se passe autour. Inscrivez-vous par curiosité déjà. Ça vous donnera aussi un ordre d'idée du prix qui est pratiqué par des locataires non marchands, de voir en fait comment est-ce que le pricing s'organise dans des canaux comme ça. Aujourd'hui, les distributeurs avec lesquels votre channel manager aujourd'hui vous permet de vous connecter à Airbnb, donc n'hésitez pas. Ça permet déjà, même si vous n'êtes pas des fervents partisans de ce truc-là, l'idée ici, c'est que c'est quand même devenu un acteur incontournable et donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser en tant que levier, surtout quand vous avez des mastodontes comme Booking, Expedia qui sont en face. Il y a des canaux de distribution comme WebBeds, Trip aujourd'hui, malgré le fait que les Chinois sont aujourd'hui, ou l'Asie est aujourd'hui comment dire, en difficulté, ça reste quand même des acteurs assez intéressants, notamment en Italie par exemple aujourd'hui pour Trip. Make My Trip, c'est pareil, c'est plutôt local cette fois-ci sur l'Inde, etc. Si vous avez des hôtels plutôt orientés budget, ça peut être intéressant pour vous. On en parle peu, les coffrets, les cartes cadeaux, bon, on pensait que c'était has-been et que ça marchait pas trop. Ben là, en fait, au final, on a envie d'offrir un coffret cadeau à nos proches, on a envie de faire plaisir comme ça, puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas envie on a envie comment dire, de faire plaisir différemment après avoir vécu plusieurs jours de confinement. Eh bien là, n'hésitez pas à retrouver des solutions de coffret cadeau, des solutions de cartes cadeaux qui existent aujourd'hui, voir avec vos distributeurs comment dire, de vos prestataires de sites web s'il y a moyen de faire quelque chose autour. Mais en tout cas, je suis sûr, il y a des prestataires sur Internet, il suffit de taper coffret cadeau, outils de coffret cadeau, pour ne pas les citer, ça existe. Donc allez-y, tout est bien aujourd'hui pour pouvoir diversifier au maximum sa distribution. Je parle de vente privée, c'est un canal de vente qui est également non négligeable aujourd'hui. Effectivement, il y a un commissionnement fort, effectivement, on a des contraintes autour de ça en termes de pricing, mais si effectivement votre seuil de rentabilité est présent dans la situation actuelle, ça vaut le coup. Et je peux dire qu'aujourd'hui, vente privée fait partie quand même des sites les plus consultés, notamment dans cette période de confinement. Alors, le dernier point, le dernier sujet va concerner le direct et après, je vais arrêter. Le direct, il faut travailler votre visibilité. Aujourd'hui, si vous avez l'opportunité de le faire, quand vous regardez les liens, les campagnes AdWords, tout ce qui est relatif au nom de votre marque, ben, en fait, les mastodontes comme Booking Expedia ont désactivé tous les investissements autour. Donc, quelque part, profitez-en, reprenez la main grâce à de l'investissement parce qu'il vous faudra investir de toute évidence, mais il faut travailler votre visibilité. Google est une présence qui est importante. Il faut assurer sa présence continue dans Google. Quand vous tapez aujourd'hui Hôtel Paris, par exemple, vous allez avoir une liste d'hôtels. Dans cette liste-là, vous allez avoir effectivement le pricing qui est proposé par Find Hotel, par je ne sais pas encore quoi d'autre, Booking, Expedia, machin, etc. Donc, il faut que vous soyez présent sur cette carte-là. Si vous n'êtes pas présent, ça vous permet aussi de voir si vous êtes en parité ou en disparité. Et on peut être surpris. Encore tout à l'heure, j'étais en train de regarder Hôtel Paris, j'étais en train de voir si effectivement les confrères étaient positionnés correctement sur leur propre site. Et bien, j'ai vu des tarifs moins chers, par exemple, sur Booking versus sur mon propre site. Donc, essayez d'aller chercher, essayer d'être propre en tout cas sur la notion et sur la présence de Google qui va devenir, je pense, un acteur intéressant et un contrepoids pour rééquilibrer la distribution. Il faut savoir qu'il propose aujourd'hui deux modalités, un mode par clic ou un mode à la commission, à la résa. L'idée ici, c'est de pouvoir bien maîtriser tous ces enjeux-là. On va finir, je pense, sur cette slide. Instagram d'il y a 2 ans, c'est plus le même. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans l'assistance, mais s'il est là, Florian, je vous incite à contacter Florian Bitker. Par exemple, ils ont fait un travail remarquable au COC, en plus d'être hyper solidaires en ce moment avec tout ce qu'ils font. Regardez le travail qu'ils ont fait avec le produit qu'ils ont autour d'Instagram. C'est quand même intéressant, comment ils ont boosté le trafic local, etc. Donc, demandez-lui conseil. Florian, si tu m'écoutes, je te remercie pour toute l'inspiration que tu nous donnes. En tout cas, l'idée ici, c'est que vous pouvez communiquer de manière décalée en ce moment. Tout le monde, aujourd'hui, je vois les challenges TikTok, etc. On en a plein des choses comme ça qui existent aujourd'hui. Allez-y, faites-le. C'est ce qui marche et c'est ce qu'il faut. Les hashtags citoyens.
On n'oublie pas de mettre à jour les sites, de mettre bien en évidence. Aujourd'hui, vous avez plein de mouvements, sauve mon tourisme, sauve mon hôtel ou je ne sais pas encore quoi. Il y a plein d'éléments comme ça. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter. Ça fait partie, alors on n'a pas encore de label aujourd'hui, mais disons en fait qu'il y a une éducation du consommateur qui est en train de se faire et ça doit aussi passer par là. Je pense également qu'il va falloir rapidement mettre en évidence tout ce qui est KID Covid. Je pense que ça va devenir un must-have dans les hôtels et je vous incite également à bien communiquer autour puisque finalement, en fait, l'idée ici, et on doit peut-être vous dire ça de manière répétitive en ce moment, mais je pense que ça fait partie des sujets. Réinventons-nous, reprenons la main et puis surtout vis-à-vis de notre clientèle, il faut savoir rassurer. C'est le mot d'ordre. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute et donc à vous de me dire ce qu'il en est. Ton micro, Mathieu, on n'entend pas. Il y a eu quelques questions pendant que tu parlais qui concernaient l'hôtellerie haut de gamme, l'hôtellerie de luxe, qui adresse une clientèle particulièrement étrangère. Est-ce que je crois qu'il y a quelqu'un qui posait la question quand est-ce qu'on doit réouvrir? Bon, je ne sais pas si tu as une réponse toute faite à ça. Effectivement, voilà, j'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. La question, par contre, c'est de dire effectivement, de voir, encore une fois, hein, tout passe par la rentabilité. Si la rentabilité est présente, effectivement, on peut faire des choses. Si elle n'est pas là, on ne peut pas. Quand on sait que, par exemple, un hôtel qui a 70%, 90% de sa clientèle étrangère, aujourd'hui, il faut peut-être diversifier, aller chercher effectivement de la clientèle locale qui ne serait pas contre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plus de 9 millions de Français qui ne vont pas voyager à l'étranger, qui seront présents sur place. Donc, il faudra peut-être créer des offres. Alors, les cartes cadeaux, etc., je pense que tout ça, ça peut marcher. Une journée au spa dans un palace, c'est quand même génial et je pense que ça marche super bien. Merci. Je refais un tour. Tu avais parlé de staycation. Est-ce que tu as d'autres acteurs que tu recommandes dans ce registre? Alors, à ce stade, on avait dit Airbnb. Dans ce registre-là, effectivement, on avait aussi, à un moment donné, on entendait beaucoup parler d'Hotel Tonight. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que oui, il y a des notions. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a envie de changer. On n'a pas forcément envie de partir loin. On a peut-être envie de faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Donc, quelque part, en fait, partager une nuit dans un hôtel, etc., ça peut valoir le coup. Et donc, oui, je pense que tous ces canaux qui sont limités sur des jours bien spécifiques, ça peut bien marcher. Ouais. Il faut pas. Voilà, Adrien a un très bon commentaire. Hein, il vous dit voyagez-vous.fr. C'est des choses super intéressantes. Sur Instagram, vous avez aussi des hashtags qui sont sortis voyager local. Ça vous donnera beaucoup d'idées. En tout cas, et de communiquer autour parce que plus vous êtes visible, mieux ça sera. Je pense aussi qu'on peut parler à ses clients et expliquer la situation. Et je pense on sent autour de nous, y compris dans les commerces locaux, qu'il y a des éléments un peu de solidarité. Tout le monde est conscient que les commerçants et les hôteliers sont particulièrement impactés par la situation. Donc, il faut jouer un petit peu là-dessus aussi. Quand je parlais d'humaniser, c'est le premier niveau, mais l'étape d'après, c'est aussi de dire, et peut-être de le dire franchement, chers clients, on a besoin de vous revoir. Sans pleurer, mais expliquer la situation. Voilà, on a quand même tous, dans la mesure de nos capacités, envie de faire des gestes pour les gens qui souffrent le plus, j'espère pour la majorité d'entre nous, donc il faut en jouer un petit peu. Vous posez des questions sur Yapta, donc on va les remettre dans les liens, hein, mais vous avez aussi versus particulier. Là, on vient d'apprendre aussi la fermeture d'un site qui s'appelait Get Services. Get Services qui était spécialisé dans le rebooking. Donc, quand vous êtes client, par exemple, vous réservez dans un hôtel, si jamais le tarif baisse dans votre établissement, le tarif flexible, et derrière, on annule automatiquement, ça reprend une résa. Dieu merci, ils ont fait a priori faillite, si j'ai compris, donc il n'y a pas de support, mais ça va revenir, des choses comme ça va revenir, donc faites attention à garder effectivement une politique. Je préfère vraiment que vous partiez d'un prix bas, quitte à remonter plus tard, mais au moins vous positionnez sur un seuil qui n'est pas déconnant et qui est par rapport à, encore une fois, au panier client que vous visez actuellement. C'est également le moment, oui, c'est également le moment de revoir les commissions avec les OTA, mais ça, pour ça, il faut un engouement global. Il faut que tout le monde soit présent, il faut que tout le monde se dise qu'il faut le faire. Je sais que mon ami Karim Solayavou chez Logi a commencé à le faire en mobilisant effectivement beaucoup de gens pour pouvoir renégocier des contrats. C'est peut-être le moment. Il ne faut pas s'interdire des choses comme ça. Je pense que les clés sont là.
Alors, je regarde un peu les questions et j'essaie de vous répondre en même temps si j'arrive à le faire. Oui, vous êtes aussi nombreux à poser la question comment faire un audit d'hôtel, etc. Alors, n'hésitez pas, quand donc vous aurez mon email ou un lien, en tout cas, pour vous rapprocher de moi. N'hésitez pas si vous avez besoin. Si effectivement, je peux vous aider sur le fait que l'hôtel soit compatible avec votre PMS, etc., ben, en fait, on va pouvoir vous sortir un audit assez propre d'ailleurs, qui vous permettra de voir clair sur les mois à venir. Ça sera plutôt utile pour vous aujourd'hui. Alors, on me demande Florian qui? Ben, Florian Bitker, vous regardez le Coq Hotel ou bien le Monte Cristo. Voilà, je pense que c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être s'arrêter là. De toute façon, on va faire passer on va vous faire un email peut-être ce soir ou ce week-end avec les écrans qu'on a présentés, les liens, les références, etc. Et on est disponible, nous, nos équipes, pour répondre à vos questions et de faire le maximum pour vous aider. Donc, n'hésitez vraiment pas. Voilà, donc, vous recevrez un email de notre part dans les heures qui viennent. Dans les prochains jours. En tout cas, merci à l'audience. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions qui sont toujours pertinentes. Merci à Mathieu pour l'invitation. C'était génial. C'était bien, ça me plaisir de partager. Ça fait du bien d'avoir autant de, comment dire, de bonnes choses. Je pense qu'on on va continuer à aider. C'est des expériences à renouveler. Je pense que c'est pas mal. On va essayer. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Salut. Ciao, ciao.